C'est là que vous allez expliquer au malade ce qu'il a, ses données cliniques, mais en fonction comment dire, du bagage d'instruction qu'il a. Il est évident que si c'est une personne qui a une idée des sciences biologiques, de la biologie, ce ne va pas être la même approche qu'une personne qui ne connaît pas les données des sciences naturelles, le corps humain, le cœur. Ça ne va pas être du tout la même chose. Mais au terme, quel que soit son niveau, il faut absolument que, une fois que vous allez vous séparer avec le patient, que lui connaisse c'est quoi le cœur, c'est quoi les artères, c'est quoi les veines, quel est l'obstacle qui règne entre telle et telle cavité cardiaque. Voilà, c'est ça le but. Donc on va continuer. On continue. Les antécédents personnels, physiologiques, hein, donc on a vu les antécédents personnels physiologiques. Pour la femme, il faut bien évidemment noter les grossesses, les parités, le type de contraception, l'âge de la ménopause éventuellement, la notion de traitement substitutif si elle est ménopausée bien évidemment, les habitudes et modes de vie, très importants, les habitudes alimentaires, les apports sodés, également la notion d'intoxication, et on sait combien cela est important dans notre pays, la notion de tabagisme qu'il faudra quantifier, d'éthylisme qu'il faudra quantifier, des drogues dures qu'il faudra quantifier si cela existe malheureusement, la notion de stress. Alors le stress, il y a 3 types de stress en fait. Il y a le stress familial, il y a le stress environnemental et il y a le stress professionnel. Il faudra également affiner ces types de stress. Vous avez également la sédentarité, puisque en cardiologie, on se bat contre la sédentarité. Enfin, une fois que vous ayez pris les données des antécédents physiologiques et des habitudes et modes de vie, on va voir les antécédents personnels médicaux, la notion d'angine à répétition, de rhumatisme articulaire aigu, faisant évoquer une étiologie rhumatismale à une éventuelle valvulopathie, la notion d'une anomalie auscultatoire dès l'enfance, la notion d'hospitalisation, et s'il y a eu hospitalisation, combien, où, le lieu, la durée, les traitements administrés, l'identification des praticiens en charge du patient, les antécédents, pour la femme, hein, les éventuels accidents gravido-cardiaques. Dans les chirurgicaux, il faudra faire également 3 bras, là, 3 sous-ensembles si vous voulez. La chirurgie générale, la chirurgie cardiovasculaire. Vous allez voir ça tout le long, qui soit tout le long de votre stage. Quand vous allez aborder la pathologie valvulaire et coronarienne et les CUCH, les cardiopathies congénitales de l'adulte. Alors, chirurgie cardiovasculaire, elle peut être conservatrice ou elle peut être un type de remplacement valvulaire. Vous allez voir tout ça dans votre stage, les pontages chez les coronariens éventuellement. Puis vous avez le 3e sous-ensemble, le 3e bras de ces antécédents chirurgicaux, c'est les gestes interventionnels cardiovasculaires, tels l'angioplastie transluminale, la dilatation mitrale percutanée. Rassurez-vous, vous allez voir tout ça tout le long de vos stages. Après, on va passer aux antécédents, donc les familiaux. On a vu les personnels, maintenant les familiaux. La même chose, c'est vraiment le même canevas, la même ossature, la même trame, à savoir 2 sous-ensembles, les antécédents médicaux, familiaux, et les antécédents chirurgicaux, familiaux. Médicaux, en précisant la présence ou non
de maladies métaboliques, hein, vous le savez. Vous cherchez une hypertension artérielle familiale, un diabète, une dyslipidémie, des cardiopathies congénitales, préciser la cause éventuelle d'un décès par affection cardiovasculaire chez un ascendant direct ou dans la fratrie, et on a les antécédents familiaux chirurgicaux. C'est vraiment la même trame. Enfin, on va passer maintenant à l'histoire de la maladie. Alors, vont figurer dans l'histoire de la maladie uniquement les événements récents qui ont amené le patient à être hospitalisé. Alors, on a le patient est souvent référé par son cardiologue traitant ou par les urgences. Sur la lettre d'accompagnement figurent les signes cliniques, électrocardiographiques, parfois radiographiques, voire même échographiques, motivant la demande d'hospitalisation. Le nom du praticien référent est souvent précisé dans la lettre accompagnant le patient afin de pouvoir lui adresser, et ça c'est important, on doit le voir parce que on lui adressera au terme de son hospitalisation un courrier lui précisant de façon synthétique le diagnostic que nous avons fait, les explorations que nous avons effectuées et leurs résultats, ainsi que les traitements reçus et les projets d'hygiène de vie médicamenteux, de gestes, éventuellement de gestes interventionnels ou chirurgicaux. Enfin, on va passer à notre examen. Alors, on admet tous vos collègues. Voilà. L'état général. On commence pour l'examen physique, l'état général, qui doit préciser avant tout comment apparaît le patient, est-ce qu'il est en bon état général ou moyen ou altéré, la température. S'il vous plaît, vous êtes en cardiologie, c'est très important. La notion de température fébrile, la courbe de température, la température exacte, la coloration cutanée ou muqueuse également, l'anémie, cœur et anémie, très important. L'anémie clinique. Les variables anthropométriques telles le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, le tour de taille, important. Le recueil de la diurèse. On va passer maintenant au sous-ensemble des signes fonctionnels. Alors, quel est le maître symptôme en cardiologie? C'est la dyspnée. La dyspnée, son caractère, le contexte et les circonstances déclenchantes, le degré de la dyspnée selon l'ANIHA. L'ANIHA, ça veut dire la classification new-yorkaise, New York Heart Association, classification en 4 grades. Grade 1, activité ordinaire conservée. Grade 2, légèrement limité, mais les gros efforts déclenchent une gêne. Le grade 3, eh ben, c'est à la moindre activité de la vie courante. Le grade 4, c'est l'activité physique impossible avec gêne pour des activités physiques minimes. Et puis on a l'orthopnée. Alors vous allez, cette classification du orchestre peut être critiquable dans la mesure où elle est quelque peu subjective. Mais elle est pratique, hein, parce que vous pouvez la faire n'importe où, il n'y a pas besoin, elle ne coûte rien du tout. Et à côté de celle-ci, vous venez de la pneumologie, il y a le test de marche de 6 minutes qui est quand même plus objectif. Vous prenez votre pression artérielle, votre fréquence cardiaque avant, et puis vous faites une marche tout le long du couloir de votre service, et vous voyez à quel moment il va s'arrêter, qu'il commence à avoir une petite gêne respiratoire. Vous reprenez à ce moment-là la pression artérielle, la fréquence. Ça, c'est le test de marche de 6 minutes qu'il faut savoir effectuer. À côté de la dyspnée, vous avez la douleur thoracique. Alors la douleur thoracique, bien évidemment, elle a plusieurs qualificatifs qui sont la date de début des troubles, les circonstances de survenue,
le siège, les irradiations, le type, les facteurs de variation, la durée, l'action des médicaments, revoir votre sémiologie. Vous avez également les malaises ou l'hypothymie, la syncope. Très important, la perte de connaissance totale et complète, réversible et brève, liée à une soudaine anoxie cérébrale. On admet vos collègues. Voilà. Elle s'associe à un arrêt respiratoire. Le patient ne garde aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant le malaise. Il faut préciser le temps de la pause cardiaque, préciser le type lié à l'effort ou au changement de position. Enfin, on a les palpitations. Les palpitations, également leur qualificatif en termes de début, les circonstances de survenue, les signes accompagnateurs, les signes associés. Et puis, on a éventuellement, hein, si il y a de l'insuffisance cardiaque droite également, on va avoir des hépatalgies d'effort. Enfin voilà donc tous les signes fonctionnels qu'on peut avoir en cardiologie. On va passer maintenant à l'examen physique, l'examen cardiovasculaire. Dans tous ces temps, en commençant par l'inspection. Alors là, je reviens sur ce que j'ai dit en introduction. Vous vous serez présenté, vous aurez eu le consentement personnel du malade pour l'examiner. Il y a tout ce qu'on appelle un savoir-faire et un savoir-être face au malade. C'est une parenthèse, mais c'est très important ce que je vous dis, pour le mettre en confiance. Il ne faut pas qu'il soit mal à l'aise, il ne faut pas qu'il se sente stressé, qu'il ait du désarroi. Donc, et vous savez, le corps humain est très important. Donc là, la porte, vous êtes face à votre malade et vous allez commencer magistralement l'examen physique. Le patient doit être torse nu, bien évidemment. On ne va pas examiner le malade en mettant le stéthoscope sur le tricot, non, non, non. Et je le dis parce que combien de fois je l'ai vu faire inspection. La morphologie du thorax, est-ce qu'il y a une déformation thoracique, la présence ou non d'une circulation collatérale, le choc de pointe, la turgescence des veines jugulaires. On va passer ensuite tout ce que vous pouvez noter hein, à l'inspection. Alors, les étudiants qui venaient fraîchement des plateaux, oh, ils étaient braqués sur l'angiome stellaire, et ainsi de suite. Donc, voilà pour l'inspection. La palpation, le choc de pointe, où est-il situé, le signe de Harzer, la présence d'un frémissement diastolique ou cathère au foyer mitral, qui traduit une sténose mitrale, la présence d'un frémissement systolique au foyer mitral, qu'on appelle encore trill. Tout ça, c'est des souvenirs de sémiologie que vous avez. Le reflux hépatojugulaire, l'auscultation. L'auscultation, là aussi, il faut une ambiance très calme. Il n'est pas question qu'il y ait autour de vous des portables qui sonnent, des gens qui discutent, du brouhaha. Non, on ne peut pas examiner dans ces conditions. Il faut absolument qu'il y ait du silence autour de vous. Autrement, vous ne pourrez jamais faire une auscultation optimale. Le foyer mitral, l'apex, le rythme, la fréquence cardiaque, le foyer aortique au niveau de la base du cœur à droite, deuxième espace intercostal droit, et on l'optimise en mettant le patient penché en avant, expiration forcée. Le foyer pulmonaire, toujours la base du cœur à gauche, symétrie du foyer aortique par rapport au sternum. Le foyer tricuspide au niveau de l'appendice xiphoïde et en expiration forcée de préférence. Les conditions d'examen, donc repos, il faut le faire au repos, à l'effort, expiration forcée pour la base,
décubitus dorsal, décubitus latéral gauche, position assise penchée en avant pour le foyer aortique, debout, pour voir s'il n'y a pas, c'est pas plutôt un souffle fonctionnel, les bruits surajoutés, les clics, et enfin, au terme de l'auscultation, faire une synthèse. Après, comme on a vu le cœur, on va passer aux artères et aux veines. L'examen des sites périphériques, les artères et les veines, et puis on va prendre la pression artérielle selon les recommandations universelles en position assise ou allongée et en position debout, aux deux bras la première fois pour voir s'il n'y a pas une anisotension. Pour la pression artérielle, il y a plusieurs conditions, dont observer un repos d'au moins 5 minutes avant, que le malade ne doit pas parler. Pendant la prise tensionnelle, il ne doit pas avoir fumé, de toute façon le tabac est à proscrire. Il ne doit pas avoir envie d'aller aux toilettes, la vessie doit être vide. Enfin, il y a plusieurs conditions pour la faire une prise la première fois de 3 fois et faire une moyenne des 2 dernières prises tensionnelles. Voilà. Eh bien, comme on a fait pour le cœur l'inspection, la palpation, l'auscultation, pour les signes périphériques, c'est tout à fait la même chose. Inspection, palpation d'artères et veines. Inspection, on va voir s'il n'y a pas une hyperpulsatilité des vaisseaux du cou, qu'on va retrouver en cas d'insuffisance aortique, voire le cours insuffisance aortique. On peut voir des œdèmes périphériques qui sont mous blancs, qui siègent au niveau des chevilles, qui peuvent s'étendre jusqu'à la face interne des cuisses, la turgescence spontanée des veines jugulaires, la présence d'une ascite, la présence d'un réseau veineux superficiel de mauvaise qualité. Il faut noter tout cela. On a de l'équilibre. L'examen. Ensuite, on va passer à la palpation des signes périphériques. On va palper tous les pouls de façon symétrique, voir s'ils sont présents et symétriques. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est diminué ou aboli par rapport à l'autre? Notez la présence ou non d'un frémissement au niveau des artères carotides, les œdèmes, leur qualificatif, la prise des membres inférieurs, la présence ou non de reflux hépato-jugulaire, l'artère abdominale, battante ou non. Et également là, on va ausculter les trajets artériels périphériques et ausculter les bases pulmonaires, voir s'il n'y a pas des râles crépitants témoins d'une insuffisance ventriculaire gauche. Eh bien, quand on aura fini l'examen du cœur et l'examen des signes périphériques, nous allons faire une synthèse globale de l'examen du cœur et des vaisseaux. Une synthèse globale et on va dire, voilà, une synthèse globale. Et avant de passer aux autres appareils, on va dire, voilà, en somme, auscultation de, par exemple, sténose mitrale associée à une fuite aortique avec des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou des signes d'insuffisance cardiaque globale, ou bien d'insuffisance aortique, ou une insuffisance aortique avec des signes périphériques de sévérité. Voilà, bref, il faut faire une synthèse de l'examen du cœur et des vaisseaux. Puis, on va passer à l'examen des autres appareils. Ce n'est pas parce que vous êtes en cardiologie que vous allez oublier les autres appareils. Et si je le dis, c'est parce que, hélas, j'ai pu voir que même des aînés à vous disaient, bon, ben, le reste de l'examen RAS, rien à signaler, ou c'est normal, ou c'est dans les limites normales. Non, on doit bien passer en revue organe par organe. Il y a cœur et anémie, cœur et
thyroïde, cœur et diabète, cœur et obésité, cœur et BPCO, cœur et CPC, cœur et accident vasculaire cérébral. Donc vous devez bien faire le reste de l'examen. Et endocardite, l'examen bucco-dentaire. Je commencerai d'ailleurs par celui-là. Très important, voir si la denture est saine et propre. L'examen pleuropulmonaire. Alors, on remet un niveau. Un niveau. Voilà. Donc, voilà. L'examen pleuropulmonaire, l'examen neurologique, digestif, dermatologique, lymphoganglionnaire, urogénital, voir tout ce que vous avez fait précédemment comme module déjà, et faire une synthèse globale englobant les données, cette fois-ci, non seulement de l'examen cardiovasculaire, mais celui des autres appareils. Ensuite, on va voir la radiographie thoracique. Vous avez vu qu'on a peu de temps pour le TP avec Zoom, mais vous allez avoir un TP sur la radiographie thoracique. Il faut faire l'analyse de la radiographie thoracique, la synthèse de la radiographie thoracique. Donc l'analyse, le nom, il faut bien identifier le cliché, le contenant, le contenu, l'analyse, il faut chiffrer éventuellement la cardiomégalie, la description arc par arc, la présence éventuellement d'épanchement. Vous avez de face en oblique, synthèse de cette radiographie thoracique, l'électrocardiogramme. Également, vous allez avoir un TP sur l'électrocardiogramme normal. L'analyse et sa synthèse, identifier le tracé, la morphologie des ondes de P, du QRS, le PR, la durée, les troubles de l'excitabilité ou de la conduction. Analyse, synthèse et la biologie. On va passer à l'hémogramme, la biochimie, la fonction rénale, hépatique, la glycémie, le bilan lipidique complet, l'hémostase, et enfin, nous faisons une synthèse finale, englobant tous les chapitres précédents, qui va nous permettre de formuler des hypothèses de diagnostic positif et étiologique. La confirmation du diagnostic et l'évaluation de la sévérité va quand même faire appel à des explorations non invasives. Bien sûr, on ne va jamais dans l'invasif dans un premier temps, comme par exemple l'échographie. Ici, c'est un appareil d'échographie que je vous montre. L'échographie qui va vous permettre de confirmer le diagnostic, évaluer la sévérité, éventuellement voir d'autres anomalies structurales, évaluer les marqueurs de risque thromboembolique. On le verra quand on fera le TB sur les explorations non invasives. Les explorations invasives, jamais dans un premier temps, sauf si on doit faire une coronarographie. Et enfin, on va arriver à la conduite à tenir thérapeutique, la formulation du projet thérapeutique. Après avoir élaboré nos hypothèses diagnostiques, une hypothèse 1, 2, 3, on va retenir une hypothèse au terme des données cliniques, radio, électrobiologiques et exploration non invasive. Et là, cela va nous permettre de formuler le projet thérapeutique avec le patient en lui prodiguant toutes les explications essentielles sur sa maladie. Il ne faut pas lui dire plus tard. Pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai une autre consultation plus tard. Jamais. C'est une terrible erreur. Il a le droit, vous devez tout lui expliquer. C'est ce que je dis ici. Lui expliquer l'objectif du traitement non pharmacologique, l'intérêt des règles hygiéno-diététiques, le but du traitement médical, avec les effets de chaque médicament, les éventuels effets indésirables, la surveillance clinique, biologique et électrocardiographique de certains médicaments. Si le patient nécessite une exploration semi-invasive telle l'échotransœsophagienne ou invasive telle la cathétérisme ou coronarographie, son consentement personnel éclairé, je dis bien éclairé, car beaucoup ne le feront pas éclairer, est essentiel. Si un geste interventionnel, type commissurotomie, percutanée ou angioplastie est indiqué également
son consentement personnel éclairé est essentiel. Le même consentement personnel éclairé doit être donné en cas de chirurgie cardiovasculaire a fortiori. Expliquer la notion de suivi au long cours afin d'éviter une récidive d'accident vasculaire et afin d'éviter la survenue d'accidents thromboemboliques. Vous voyez bien l'importance de l'examen neurologique du patient. Tous les appareils sont importants. Et je mets le point d'orgue sur l'examen neurologique pour voir s'il n'y a pas de déficit moteur. Bien faire cet examen. Le patient doit connaître sa cible tensionnelle, sa cible pondérale, glycémique et lipidique. Lors de la sortie du patient, ne pas oublier de rédiger un courrier à l'attention de son médecin référent expliquant les modalités diagnostiques, thérapeutiques, pharmacologiques et non pharmacologiques. Voilà, vous voyez, je vous remercie pour votre attention. Je reste sur cette dernière diapositive pour vous montrer combien à la sortie du patient, la relation, vous avez le bâton de relais, je crois que vous connaissez la course de relais, le bâton du relais qui est dans votre main, vous allez le donner, ce bâton, à son médecin traitant via le patient. Et ce bâton de relais qui va indiquer à son médecin référent les informations de son patient, ce qu'a eu son patient, ce qu'a eu en termes d'exploration